Une crise du logement prolongée en Chine, ayant un effet d'entraînement sur le reste de l'économie. Je sais que la Chine se porte très mal en ce moment. Je viens de voir quelques rapports sortir et je ne veux pas que cela arrive à la Chine. Et l'un de leurs plus grands défis, le marché immobilier. Les jeunes en Chine affluent de plus en plus vers les régions les plus pauvres à la recherche de logements à prix très bas alors que la crise immobilière continue. L'économie chinoise connaît des difficultés inattendues. La Chine est une bombe à retardement en difficulté. Selon The Economist, le modèle du président Xi est défaillant. Au cours de la dernière décennie, nous avons vu l'immobilier en Chine passer de moteur de croissance économique à un facteur de risque. En 1989, le Parti communiste chinois a révélé au monde ce qu'il redoutait le plus. Des milliers d'étudiants chinois s'étaient rassemblés sur la place Tiananmen, réclamant liberté et démocratie contre leur propre gouvernement. Quelque chose menaçait le règne du Parti communiste chinois les effrayant. Tellement effrayé que le Parti communiste chinois a décidé de lancer une attaque brutale contre ses propres citoyens. Des milliers ont été tués. Des milliers ont disparu pour avoir osé espérer mieux. Après Tiananmen, le Parti communiste chinois n'a rien admis. Ils l'ont censuré en ligne, interdit toute mention de son nom et l'ont effacé de la mémoire collective, sans excuse ni responsabilité. À sa place, ils ont offert une nouvelle promesse. Restez silencieux et vous serez récompensés par des emplois sans fin, des logements abordables et un avenir où tout le monde pourrait s'enrichir s'il garde simplement la tête baissée. C'était le marché. Et pendant un moment, ça a fonctionné. L'économie a explosé. Les villes ont grandi, sortant des millions de personnes de la pauvreté. Mais cela n'a pas duré. Le chômage est à un niveau record et le marché immobilier s'est écroulé. Les acheteurs refusent de payer les hypothèques sur les appartements inachevés. Les banques gèlent les retraits. Les ouvriers d'usines passent des mois sans salaire. Les entreprises, grandes et petites, ferment leurs portes, s'imposent à travers le pays. Cette fois, les manifestants ne sont pas seulement des étudiants. C'est tout le monde. Je suis sûr que vous vous souvenez tous d'Evergrande, en 2022. L'effondrement de cette entreprise a empiré la situation en Chine. Les gens, n'ayant plus rien à perdre, n'ont pas peur de se battre contre leur gouvernement. Des manifestations ont donc eu lieu partout en Chine contre le Parti communiste chinois. Notre vidéo sur une manifestation a été démonétisée et restreinte, contrairement à nos autres reportages sur des événements similaires, ce qui nous a paru illogique. Mais couvrir les manifestations chinoises semble poser problème. Heureusement, YouTube a reconnu avoir commis une erreur et l'a corrigée. Il leur a fallu plus d'1 an pour admettre leur erreur. J'ai maintenant le sentiment que cette vidéo pourrait également être démonétisée et restreinte, puisque j'aborde le même sujet aujourd'hui. Si vous pouvez m'aider en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant ci-dessous, cela m'aide vraiment. Merci. Examinons maintenant les origines de la crise immobilière en Chine. Pour un citoyen chinois, posséder une maison est primordial. Ainsi, les familles préparent leur retraite, les parents sécurisent l'avenir de leurs enfants, et de nombreux jeunes hommes prouvent leur maturité pour le mariage. Dans de nombreuses régions de Chine, ne pas avoir de maison signifie que vous n'êtes pas considéré comme assez stable pour fonder une famille. Pendant des décennies, les familles ont investi toutes leurs économies dans l'immobilier, achetant souvent des maisons inhabitées, simplement pour préserver leur richesse et montrer leur sécurité. C'est devenu la seule chose en laquelle tout le monde avait confiance, parce qu'elle semblait toujours augmenter. Même le gouvernement communiste a encouragé les promoteurs à contracter d'énormes prêts pour continuer à construire. Les fonctionnaires locaux ont vendu des terres pour lever des fonds, et les gens ont continué à acheter parce qu'ils croyaient que le risque n'existait pas. L'immobilier est devenu la base du rêve chinois moderne, et cela a fonctionné pendant un temps. Les prix ont augmenté, la richesse a grandi, les gens sont restés silencieux et ont continué à acheter. Mais à présent, ce qui maintenait le pays uni, l'investissement dit sûr en Chine, est devenu une bombe à retardement. Aujourd'hui, plus de 60 millions de maisons à travers la Chine sont vides. Cela représente plus de 400 millions de mètres carrés de logements achevés mais non vendus, suffisamment pour couvrir 6 Manhattan entiers. Et cela n'inclut même pas ceux à moitié terminés. Les chantiers qui ont été abandonnés en cours de route, lorsque l'argent a manqué. Selon Goldman Sachs, la valeur totale des projets de logement en panne ou inachevés est maintenant d'environ 93 billions de yuans. C'est près de 13 billions de dollars. Pour mettre cela en perspective, c'est 8 fois ce que tous les acheteurs de maisons chinois ont dépensé au total l'année dernière. Et pendant que ces maisons restent vides ou inachevées, la valeur de celles déjà vendues s'effondre également. Rien qu'en octobre de 2024, les prix des nouvelles maisons ont chuté de 5,9%, ce qui en fait le 16e mois consécutif de baisse des prix. Pour la plupart des familles chinoises, leurs maisons représentent leurs économies de toute une vie.
leur plan de retraite et leur assurance en cas de difficulté. Quand les prix de l'immobilier baissent, ce n'est pas uniquement le marché immobilier qui en souffre, mais aussi le sentiment de sécurité des gens. La confiance des Chinois envers le système s'effrite, ce que le Parti communiste chinois ne peut plus ignorer. Les responsables admettent publiquement que l'immobilier, qui représentait autrefois près de 30% du produit intérieur brut total de la Chine, n'aide plus l'économie à croître. C'est devenu un fardeau, écrasant la consommation, ruinant la confiance des entreprises et érodant lentement la confiance du public. C'est cette partie qui effraie vraiment le Parti communiste chinois, car c'est presque identique à ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008. À l'époque, l'immobilier paraissait être un moyen sûr de faire fortune. Les prix augmentaient constamment, et tous, des banques aux acheteurs, ont cru qu'ils ne diminueraient jamais. La ruée pour posséder des biens était si extrême que les promoteurs ont vendu des complexes entiers avant même de couler les fondations. Les gens achetaient leur deuxième, troisième et parfois quatrième propriété, non pas pour y vivre, mais pour profiter de la hausse des prix de l'immobilier. Mais une fois la construction finie, beaucoup de ces maisons sont restées inoccupées, malgré leurs propriétaires. Et quand le krach étant finalement arrivé, il a été brutal. Les prix ont chuté, des banques ont fait faillite, causant la perte de millions de logements et l'effondrement d'institutions financières entières. Il a provoqué une récession mondiale qui a pris des années à surmonter. Mais il y a une différence. L'économie américaine était diversifiée, avec des actions, des comptes de retraite et des petites entreprises. La situation est différente en Chine. Les familles chinoises n'investissent pas de la même manière que les Américains. De nombreuses personnes se méfient de la bourse. Selon des données, environ 70% de la richesse des ménages en Chine est directement liée à l'immobilier. Pas d'actions, pas d'entreprise, pas de compte d'épargne, juste de l'immobilier. Cela signifie qu'ils ne sont pas seulement exposés à l'effondrement, ils sont piégés dedans. Pas de filet de sécurité, pas de plan B. C'est pourquoi des millions de familles réalisent enfin que la chose en laquelle elles avaient le plus confiance, leur maison, perd de la valeur chaque mois. Elle ne couvrira pas leur retraite, elle n'aidera pas leurs enfants à se marier, elle ne les protégera pas si tout le reste s'effondre. Selon un expert très respecté, cette crise du logement pourrait être 100 fois pire que la crise de 2008. Aucune entreprise n'illustre mieux qu'Evergrande à quel point ce pari est devenu dangereux. Dans les années 90, la Chine était en pleine transformation. Des millions de personnes quittaient les villages ruraux pour les villes en plein essor. L'urbanisation se produisait à une échelle sans précédent. En 1998, la Chine a entamé une réforme de son système de logement, auparavant distribué par l'État pendant des décennies, pour répondre aux nouveaux besoins en matière d'habitation. La possibilité d'acheter une maison entièrement a provoqué un boom immobilier sans précédent. Des promoteurs comme Evergrande ont pleinement profité de cela et sont rapidement devenus l'un des plus grands promoteurs du pays. En 2018, ils étaient la plus grande entreprise immobilière d'Asie. Les chiffres ont donné l'illusion qu'Evergrande était invincible, mais en réalité, l'entreprise n'a jamais été conçue pour perdurer. C'était un château de cartes, et une fois que les vents ont changé, tout a commencé à s'effondrer. Tout comme ce que nous avons vu dans la crise de 2008, si quelqu'un avait regardé sous le capot, il se serait rendu compte que certaines des pratiques qui se déroulaient chez Evergrande étaient loin d'être appropriées. En raison de la taille de l'entreprise, beaucoup de ces pratiques s'étaient endormies assez complexes. Mais voici une tentative de simplification. Vous rappelez-vous quand j'ai dit que la peur de manquer l'immobilier était si forte que les gens achetaient des maisons avant même le début de la construction? Généralement, une entreprise comme Evergrande louerait un terrain auprès du gouvernement local. Ils vendraient ensuite les maisons qui devaient y être construites, recevant le paiement intégral avant même le début des travaux. La forte demande immobilière permettait aux entreprises de tout vendre sans problème. Beaucoup de gens étaient un peu plus qu'heureux de contracter des hypothèques et d'acheter des maisons dans l'espoir de posséder un jour de l'immobilier dans le futur. Maintenant, le gros problème qui commence ici est que des entreprises comme Evergrande n'utiliseraient pas normalement l'argent de la vente pour commencer la construction. Non. Au lieu de cela, ils utiliseraient l'argent comme acompte pour acheter encore plus de terrain afin de pouvoir vendre encore plus d'appartements pour le futur. Maintenant, c'est déjà un énorme problème. Cela n'aurait pas dû être autorisé en premier lieu. Toute personne impartiale peut regarder ce système et comprendre qu'il ne va pas durer. C'est exactement le travail du Parti communiste chinois. Cependant, ils ont délégué cette responsabilité aux autorités locales, ce qui pose un autre problème. Les gouvernements locaux profitaient directement des pyramides immobilières d'entreprises comme Evergrande. En Chine, les gouvernements locaux gagnent de l'argent en louant des terrains à des promoteurs tels qu'Evergrande. Cela signifiait que plus ces promoteurs immobiliers prenaient ce risque, plus les offres sur ces terrains que le gouvernement louait étaient élevées. Près de la moitié des revenus des gouvernements locaux provenaient de la location de terrains. Le même gouvernement qui devrait protéger ses citoyens de ces pratiques risquées bénéficie largement de ces soi-disant pratiques risquées.
Ceci illustre parfaitement les incitations perverses, sans même aborder la corruption entourant ces baux fonciers. Quand les risques ont été remarqués, il était trop tard. En 2020, le gouvernement chinois a instauré les 3 lignes rouges, des règles visant à limiter l'endettement excessif des promoteurs immobiliers. Mais pour Evergrande, c'était une condamnation à mort. Coupé de nouveaux prêts, incapable de terminer ses projets, et avec des millions d'acheteurs en colère demandant des réponses, le système a commencé à s'effondrer. Une autre pratique douteuse a été révélée à ce stade. Evergrande inscrivait les maisons inachevées et vides comme actifs dans leur bilan pour obtenir encore plus de prêts des banques afin de pouvoir terminer la construction. Mais ces maisons étaient déjà vendues, donc peu importe la magie comptable utilisée, ces actifs ne peuvent être considérés comme appartenant à Evergrande. Le pire, c'est qu'Evergrande n'était pas le seul à utiliser ces astuces douteuses. La plupart des entreprises immobilières chinoises opéraient ainsi. Le secteur entier croulait sous les dettes. Comme un schéma de Ponzi, la seule façon de perdurer est de croître sans cesse. Mais la croissance est impossible si la confiance en la solvabilité d'Evergrande est ébranlée. Et comme vous l'avez sûrement deviné, c'est précisément ce qui est arrivé. L'entreprise a manqué un paiement. En 2021, elle n'a pas pu rembourser sa dette étrangère. Lorsque la nouvelle s'est répandue qu'Evergrande pourrait faire défaut sur 300 milliards de prêts, la panique s'est propagée dans toute l'économie. Les gens ont aussi compris que ce problème ne se limite pas à Evergrande. L'ensemble du secteur immobilier est surendetté, et il commence à s'effondrer. Les promoteurs chinois sont endettés de 5,3 billions de dollars, entraînant l'arrêt des chantiers à travers le pays. Tout a cessé. Des milliers d'acheteurs qui avaient payé intégralement se sont retrouvés avec des coquilles billes à moitié construites, sans réel choix. Ces unités en panne ont été surnommées des appartements pourrissants, et le nom est resté. Parfois, des familles s'installent dans ces bâtiments inachevés, sans eau, électricité ou fenêtres, juste pour prouver un point. Ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Une propriétaire de 55 ans a déclaré aux journalistes qu'elle avait dépensé toutes ses économies pour une maison sans eau courante ni gaz et devait transporter quotidiennement de lourdes bouteilles d'eau dans les escaliers. Son immeuble avait des toilettes extérieures de fortune partagées par plus de 20 personnes, et elle n'est pas la seule dans cette situation. Les propriétaires de ces maisons ne recevaient que des excuses, lorsqu'ils demandaient des explications sur les retards de construction. Peu à peu, la situation est devenue intenable. Certains citoyens avaient investi toutes leurs économies dans ces projets inachevés, ce qui était devenu insoutenable pour eux. Alors, le 1er juillet, tous les acheteurs d'une maison d'un projet en Chine centrale ont publié une lettre disant qu'ils arrêteraient de payer leurs paiements hypothécaires à la banque, à moins que la construction ne reprenne. Maintenant, un projet comprend généralement des milliers de maisons, et vaut des centaines de millions de dollars. Mais finalement, ce n'était qu'un projet dans une nation de 1,6 milliard d'habitants, donc pas si important. Mais cela ne s'est pas arrêté à ce seul projet. Le même soir, les acheteurs de maisons d'un autre projet ont annoncé le même boycott des hypothèques, et le mouvement a commencé à se propager à travers la nation. Le 12e juillet, 100 projets avaient rejoint le boycott. Au moment de la rédaction, plus de 300 projets en Chine boycottent les paiements hypothécaires jusqu'à la reprise de la construction. Des dizaines de milliers de personnes ont volontairement cessé de payer leurs hypothèques pour attirer l'attention du gouvernement. Les gens ont aussi commencé à manifester dans la rue contre ces retards de construction. Après le massacre de la place Tiananmen, une défiance organisée comme celle-ci est assez rare, et cela empire chaque année. Le Parti communiste chinois continue de supprimer des vidéos des médias sociaux. Les manifestants sont emmenés et disparaissent à jamais. Et pourtant, les gens continuent de sortir, plus forts que la dernière fois. Plus inquiétant encore, lorsque l'immobilier a connu des difficultés, les gens se sont rués vers les banques pour retirer leur argent par précaution. Mais même cela était impossible, car les banques ont gelé les comptes, l'argent a disparu, sans personne pour répondre au public. L'une des grandes différences entre 2008 et la situation actuelle en Chine est que la majorité de ces prêts sont garantis par des maisons qui ne sont pas encore construites. Les banques ne peuvent donc pas simplement saisir la maison en cas de défaut de paiement pour réduire leurs pertes. Les banques sont contraintes d'absorber ces pertes. Si les défauts continuent d'augmenter, les grandes banques pourraient faire faillite. L'une des 4 grandes banques en Chine a déjà limité les retraits des gens. La plupart d'entre vous connaissent le fonctionnement du système bancaire moderne. En voici un bref aperçu pour les autres. Les banques prêtent généralement l'argent que les déposants déposent et espèrent gagner des intérêts dessus pour réaliser un bénéfice. La réserve obligatoire est généralement fixée par les banques centrales. Disons que c'est 10%. Ainsi, pour chaque dépôt de 100 $ reçu par une banque, elle doit seulement conserver 10 $ en réserve et peut prêter et facturer des intérêts sur les 90 $ restants. Bien que simplifié,
Cet exemple illustre des millions de transactions récurrentes dans une économie. Voilà en résumé le fonctionnement du système bancaire moderne. Les banques peuvent créer environ 1000 $ d'argent en circulation pour chaque 100 $ de dépôt. Le système de banque à réserve fractionnaire a joué un rôle important dans la croissance économique du siècle dernier. C'est en réalité un système assez ingénieux. Mais ce système ne fonctionne que si les déposants ont confiance en la capacité de la banque à sécuriser leur argent. Si trop de prêts bancaires deviennent sans valeur, la confiance commence à s'éroder. Suite à la crise de 2008, les États-Unis ont adopté des réglementations strictes en matière de prêts pour que les banques soient prudentes avec leurs emprunteurs. Avec l'augmentation des défauts de paiement des prêts immobiliers, les banques chinoises risquent de perdre la confiance de leurs déposants. L'instauration de limites sur les retraits n'aide pas à bâtir la confiance. Si trop de personnes commencent à retirer leurs dépôts des banques, alors une ruée bancaire se produit, et les banques s'effondrent à cause de cela. À Zhengzhou, plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées devant une succursale de la Banque populaire de Chine, suite au gel par une banque rurale de dépôts valant des milliards. Il s'avère que même les banques faisaient des paris douteux, acheminant illégalement et discrètement de l'argent vers des projets immobiliers et des branches de financement des gouvernements locaux. Quand ces investissements ont échoué, les petits prêteurs ont commencé à s'effondrer. Pour limiter les dégâts, les régulateurs ont fusionné ou renfloué des centaines de banques rurales. En 2024, plus de 290 petits prêteurs ont été absorbés par des institutions plus grandes, gérées par l'État. C'est un nettoyage de niveau record. Le secteur bancaire rural de la Chine compte environ 3700 institutions, avec 57 billions de yuan, soit environ 7,8 billions de dollars américains en actifs, soit environ un tiers de la taille de l'ensemble du système bancaire américain. Le problème est que personne ne connaît le montant exact de cet argent déjà investi dans des transactions immobilières à risque. Même les banques d'État sont assises sur des billions de prêts, et le moindre signe de défaut généralisé pourrait déclencher une réaction en chaîne de panique et d'effondrement. Voici le casse-tête pour le Parti communiste chinois. L'économie chinoise dépend grandement de ses secteurs financiers et immobiliers. L'immobilier représente environ 30% du produit intérieur brut chinois, et 7 entreprises sur 10 en Chine sont des institutions financières. Initialement, le Parti communiste chinois s'opposait fermement au sauvetage des entreprises en difficulté, refusant d'encourager les pratiques commerciales risquées en Chine. Maintenant qu'ils réalisent que cela a le potentiel de faire chuter le gouvernement, les responsables du Parti communiste chinois changent de ton en ce qui concerne ces sauvetages. Les autres industries ne se portent pas beaucoup mieux. Les bénéfices des entreprises chutent et des millions d'emplois disparaissent. En 2024, les bénéfices industriels chinois ont chuté de 3,3%, la 3e année consécutive de baisse. Les profits des constructeurs automobiles ont chuté de 8%. Malgré les efforts des entreprises technologiques et d'énergie verte, les pertes globales n'ont pas pu être compensées. L'emprunt des ménages pour les voitures et les maisons est devenu négatif, les familles reportant les gros achats faute d'argent. Même le taux de chômage des jeunes est à un niveau record. Rien qu'en 2024, 11,79 millions de diplômés universitaires entrent sur le marché du travail pour découvrir qu'un diplôme ne garantit plus une carrière. Les salons de l'emploi sur les campus sont bondés de seniors désespérés, prêts à travailler pour bien moins que le salaire de leurs parents. En ligne, ils se surnomment les enfants à queue pourrie, un triste jeu de mots sur les bâtiments à queue pourrie des villes fantômes de Chine qui supplient n'importe quelle entreprise de les embaucher. Les médias d'État encouragent désormais les jeunes à déménager dans des provinces plus pauvres ou à se contenter d'emplois professionnels. La situation n'est pas meilleure pour les seniors. En Chine, environ 94 millions de personnes de plus de 60 ans travaillant encore. Cela représente environ 12,8% de la main-d'œuvre. Ce nombre augmentera avec le départ à la retraite des baby-boomers. Voilà où nous en sommes. Les familles s'entassent dans des appartements non aménagés. Les nouveaux diplômés peinent à trouver un emploi. Et les parents âgés doivent reprendre un travail éreintant pour nourrir leur famille. Pendant des décennies, l'économie chinoise a fonctionné à crédit. Maintenant, cette dette est à rembourser. L'année dernière, Fitch Ratings a dégradé la perspective de la dette de la Chine et a averti que l'énorme emprunt du pays pourrait causer de sérieux problèmes. La dette gouvernementale, centrale et locale, devrait passer de 60 et 1% du produit intérieur brut en 2024 à 68,3% en 2025, puis à 74,2% d'ici 2026. Cela pousserait les niveaux de dette de la Chine plus haut qu'ils ne l'étaient, après la crise financière mondiale de 2009. Mais cette fois, l'économie ne croît pas assez rapidement pour y faire face. La Chine traverse sa pire crise économique et sociale depuis des années. Même après que la Chine a autorisé un record de 10 000 milliards de yuan en nouveaux bons pour couvrir la dette cachée,
Fitch a averti que cela ne résoudrait pas la racine du problème. En réalité, Pékin manque de solutions simples. Ils ont déjà baissé les impôts, investi massivement en infrastructures et lancé un grand plan de relance pour tenter d'atteindre 5% de croissance. Mais quand la confiance du public s'évanouit, ces dépenses ont peu d'impact. Avec l'augmentation des manifestations, des prêts hypothécaires impayés et des économies gelées, la pression s'accroît, les manifestations vont s'intensifier. Si l'histoire est un indicateur, espérons que cela ne se termine pas à nouveau avec des chars dans les rues. Merci d'avoir regardé.